Vraiment, le Maroc, c'est comme un aimant. Je suis attirée. Quand je vais en Belgique, j'aime beaucoup parce que voilà, la Belgique m'a aussi beaucoup, beaucoup apporté. Tu vois, cette structure, ouais, je l'ai appris en Belgique. Mais le Maroc, en fait, tu as une attirance vers le Maroc, c'est limite inexplicable. J'ai pris le car pour rentrer à Marrakech pour prendre mon avion. Et, euh, et dans le car, j'ai commencé à pleurer. Mais je te parle de ça il y a des années, j'étais avec ma sœur. Je regardais la plage, le car il commence à bouger. Je me dis, un jour, je viendrai vivre ici. Vraiment. Et il y a des années de ça. Mais après, j'ai oublié. Tu vois, l'idée, elle était là, elle est passée. J'ai fait ma vie. Mais je suis tombée amoureuse des Saouira. Et encore, ça a changé aujourd'hui. Pour ce calme-là, en fait. Je voulais vraiment faire un lieu authentique. Parce que je pense que je le suis déjà, très authentique. Je veux que les gens s'y sentent bien. Moi, quand les clients partent d'ici et qui serrent les filles dans les bras et qui pleurent, alors que c'est leur première fois au Maroc, je me dis jackpot pour moi. Le pire du pire, c'est que tu sois heureux, que tu t'éclates. C'est la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que tu t'éclates ici au Maroc. Salut Saïda, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne. Merci beaucoup pour cette interview. Je suis ravie aussi de enfin te rencontrer, parce que c'est vrai qu'on se voyait via les réseaux sociaux, de enfin te rencontrer. Donc je suis très 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 contente de cette interview On qu'on va va parler de faire. ton parcours, de ton histoire, de ces lieux que tu as créés, que tu es en train de continuer à créer. J'aime bien commencer par l'aspect enfance. C'est quoi ton lien avec le Maroc, de l'enfance que tu as? Je suis d'origine marocaine. Je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique. J'ai fait toute ma vie en Belgique. J'ai travaillé, les études, toute ma vie en Belgique. Et mon lien avec le Maroc, je pense comme beaucoup de Marocains, de MRE, on a un lien particulier. Je t'aime pas. Et pour se rendre compte au final, rendre compte pardon, au final, que on a nos racines ici. Au-delà de la famille, on a vraiment des racines. Il y a quelque chose qui nous attire ici, mais on ne sait pas trop quoi. Et ça a été toute mon enfance. Le Maroc, je l'aime beaucoup, mais de loin, je ne le connais pas. J'aimerais bien découvrir jusqu'au jour où on a vraiment envie de le découvrir, on va s'installer. Tu as grandi en Belgique alors? Oui, tout à fait, en Belgique. Et tu venais ici régulièrement ou pas trop? Pas du tout. Je venais avec nos parents. À l'époque, on venait une fois par an. On restait un bon mois, mais uniquement en famille. Donc, on voyait toujours les mêmes régions, voilà, les mêmes personnes. C'était vraiment en famille. On venait en voiture en général, comme ça se faisait à l'époque. On restait un mois, donc c'était très 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 famille. Donc on ne connaissait pas, on connaissait le Maroc authentique avec la famille, les plats marocains, mais on ne connaissait pas plus que ça le Maroc. Donc on venait une fois par mois, une fois par an, mais on ne connaissait pas plus que ça le Maroc. Et donc ça peut fausser la perception du Maroc, de se dire, ah, un jour on va au Maroc, c'est pour rester en famille, c'est pour rester un mois avec les cousins, c'est chouette, c'est bien, mais je vois pas l'intérêt. Et donc ça nous, entre guillemets en tout cas pour moi, ça m'a un peu dégoûté du Maroc. Et puis après, quand j'ai eu la possibilité, je ne suis plus venue du tout. Du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic de venir ici, t'installer, commencer des projets? Alors le déclic, je pense que ça s'est fait petit à petit, de se dire j'aimerais bien un ailleurs, mais où on aimerait bien un ailleurs, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je me disais, j'aimerais bien un ailleurs, sans me dire qu'un jour je vais aller vivre au Maroc. Parce que pour moi, les croyances que j'avais, c'était les croyances que mes parents m'ont refilées. De me dire, voilà, le Maroc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me dis, oh, ça n'a pas l'air tellement sympathique, ce truc-là. Qu'est-ce Tu vois, qui te comme, disait? mes parents me disaient beaucoup, c'est que la parole d'un Marocain, entre guillemets, avec tous les respects que j'ai pour les Marocains, ne vaut rien. Donc si tu te dis Inch'Allah, crois-moi que dans un mois c'est toujours pas fait, dans un mois il sera toujours pas là. Et je me dis que ça va être très compliqué avec la mentalité européenne. Ça peut vite être très compliqué. Tu vois, nous on n'a pas cette mentalité-là. Si on te dit je viens, je viens. Si on te dit à 14 heures, c'est à 14 heures. C'est européen. Ici, tu dois vraiment jongler et jouer avec les heures. C'est à 14 heures, Inch'Allah. Non, 14 heures, s'il te plaît. Parce que j'ai d'autres rendez-vous, j'ai d'autres engagements. Donc 14 heures, s'il te plaît. Il va te venir à 14h15, mais il va te proposer le thé, il va te demander si la famille va bien, il va te poser ça quoi. Puis où commence le rendez-vous? Mais c'est compliqué. Donc ici au Maroc, j'ai vite appris que tu pouvais faire que 2 rendez-vous. Ça, j'ai vite compris. Et donc mes parents, c'était ça, et puis d'autres choses encore. Et puis mon enfance aussi, qui a fait que voilà, les vacances, c'était la famille. Et puis
Et puis ça m'intéressait pas trop. Et petit à petit, je me dis pourquoi pas. Et puis de plus se sentir aussi à sa place en Europe. De plus se sentir à sa place, d'être posé là où tu dois être posé. Et que tu dis, ok, d'accord, si j'ai ce job-là, c'est bien, j'ai une sécurité d'emploi, c'est bien aussi. Mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Et était toujours attiré. Je pense que les MRE vont comprendre ça. On est toujours attiré par le Maroc. On ne sait pas pourquoi. Si tu me demandes de te l'expliquer, je ne saurais pas te l'expliquer, mais on ne sait pas pourquoi. Mais on est attiré par les gens, même si quelquefois ils nous énervent, par le soleil, par la plage, tout. En fait, on est émerveillé de tout, vraiment, de tout. Et puis tu viens en vacances, seul ou accompagné, tu vois que le Maroc est différent du Maroc que tu as connu avec tes parents. Tu vois qu'il a changé. Tu vois qu'il a changé, qu'il a évolué, que les gens vraiment, en fait, sont hyper ssympas, parce qu'au final, tu ne les as pas côtoyés quand tu es avec tes parents. Surtout, tu te dis, waouh! Moi, ce que j'ai aimé quand je commençais à venir, et c'est ça qui a fait que j'ai commencé mes projets, c'est qu'un Marocain, tu lui dis, ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'aimerais faire ça. Tu lui parles de tes projets, et il te dit, Allah, Bismillah, t'as besoin de quoi? Comment je peux t'aider? Il n'y a pas de, est-ce que tu as fait un business plan? Est-ce que tu penses que ça va être possible? Mais ça va être très difficile, tu vois, cette mentalité européenne, comme malheureusement, et sans le critiquer. On te charge direct de tous les Exactement. risques. Et On te coupe, tu vois. T'as juste un rêve, tu vois, comme un gamin. Tu viens comme un gamin, tu dis, ouais, j'ai un rêve. les briseurs de rêves. Exactement. Mais les Marocains, pas du tout. Moi, ça a commencé comme ça. Par exemple, quand je me disais à l'époque, j'aimerais bien créer ma propre collection, parce que je suis créatrice aussi, ma collection de vêtements. Et j'en ai parlé un peu plus loin, là où je logeais, j'en ai parlé au propriétaire du riad où je logeais. Et je lui dis, moi, dans un an, j'aimerais bien venir et créer ma propre marque de sac à main. Il me dit, ouais, pourquoi pas? En fait, le pourquoi pas a changé ma perception des choses. Et je me suis vraiment dit, et pourquoi pas au final? C'est vrai, il a raison, pourquoi pas? Et c'est comme ça que ça a commencé. De ce pourquoi pas, c'est comme ça que ça a commencé. Et chaque artisan, chaque ouvrier, chaque femme de ménage, tout le monde t'apporte quelque chose. Mon personnel, c'est la même chose. Quand j'ai une idée, je dis, oh, c'est super, on commence par quoi, on fait quoi? Et ça, je ne l'ai plus ou je ne l'ai peut-être jamais trouvé en Europe. C'est très compliqué. Moi, les projets que j'avais en Europe, on me demandait d'office un business plan. Est-ce que j'avais les finances? Ici, tu peux commencer un projet sans avoir les finances. J'en suis la preuve vivante que tu peux commencer un projet sans avoir les finances et que petit à petit, tu fais les choses step by step, dans la bienveillance et les gens t'aident. Ça, c'est hyper important. Pour retracer un petit peu, ça a été quoi les premières pierres? C'était à travers la partie création? La première pierre, c'était la partie création. C'est comme ça que j'ai créé Madame Babouche, qui était juste Madame Babouche. J'ai ouvert des pop-up en Belgique. J'ai été aussi en France faire des événements éphémères, des pop-up éphémères. Mon site en ligne, donc ça a commencé comme ça. Les gens ont commencé à suivre mon parcours en se posant la question comment ça se fait qu'elle switch comme ça, tu vois, d'employé, tu vois. Oui, d'employé à j'ai un rêve, je veux le réaliser. Donc les gens, ils n'ont pas compris. Vraiment, les gens, ils n'ont vraiment pas compris. Qu'est-ce qui a fait que je faisais les allers-retours? Parce que mes artisans étaient ici au Maroc. Qu'est-ce qui a fait que je faisais les allers-retours? Moi, je m'amusais, et je m'amuse toujours. Je m'amusais vraiment bien quand je créais mes sacs à main. Et je pense que les gens se sont reconnus un petit peu dans cette histoire-là, que tu peux réaliser les rêves que tu as en tête. Tu peux vraiment les réaliser. Parce que moi, là, je le disais, hein, je le dis et je le dis encore aujourd'hui, je ne sais pas faire, mais je vais apprendre. Et je le disais dans les réseaux sociaux, Facebook à l'époque, beaucoup. J'ai décidé aujourd'hui de faire des sacs. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Et j'expliquais un peu le parcours, tout le parcours en fait que j'avais ici au Maroc, avec les artisans. Beaucoup l'échange avec les artisans, les petites phrases qu'ils me donnaient. Le matin, sabah, sabah al-khair, sabah al-nour, donc matin de lumière. Toutes ces petites phrases qui te motivent au final, que tu n'entends plus beaucoup ou pas du tout en Europe. Tu peux développer l'aspect création des sacs? Comment ça s'est développé? C'était quel style? Donc ça a commencé beaucoup avec les tapis, style un peu ce qu'on a ici par terre. Les tapis berbères. Donc d'un tapis berbère, on s'amusait avec les artisans à les découper et en faire quelque chose, des sacs en kilim, ce qu'on appelle le kilim. D'une chose en entraînant une autre, j'ai fait des sacs.
Puis après, je me suis dit, pourquoi pas faire la déco? Pourquoi pas faire des vêtements? Pourquoi pas faire des bijoux? Pourquoi pas faire des bougies? Et ça a commencé comme ça. Ça a beaucoup, beaucoup plu. J'ai fait vraiment des chouettes pop-up en Belgique, pour ceux qui connaissent les Galeries de la Reine, où je venais à peine de m'installer dans les Galeries de la Reine. C'était vraiment le premier jour, on était en pleine installation. Je dépose mes vestes berbères que tu peux voir tout à l'heure à la boutique. Je dépose à peine mes vestes berbères et il y a des gens qui rentrent, qui me disent: « On adore, on l'achète ». Moi, à l'époque, c'était 150 € la veste. Moi, j'étais personne. Je ne pouvais pas prétendre que j'étais une grande créatrice. Et ils achetaient. Et ils se demandaient c'était quoi ces symboles berbères. J'expliquais le parcours. Et c'est vraiment, je pense que si je dois résumer, je pense que c'est vraiment ça qui a plu, c'est le parcours et le lien d'une belgo-marocaine qui s'intéresse à son pays, qui le met en valeur, parce qu'à l'époque, c'était vraiment moins que maintenant. Qui le met en valeur et qui explique vraiment qu'on a des symboles, qu'on a une culture, qu'on a des traditions. Les amener en Europe et expliquer qu'en fait, qu'il y a tellement de choses à savoir sur nous. Il y a un pont entre la Belgique, en l'occurrence, moi j'étais belge, et le Maroc. Il y a un pont et il y a un lieu de rencontre dans le respect et dans l'amour. Et à travers des vestes, ça peut paraître dingue, mais à travers des vestes, c'est vraiment le message qui est passé. C'est qu'en expliquant un symbole berbère, donc c'est quoi ce symbole? C'est un symbole qui signifie l'alignement. Ah oui, c'est vrai. Et c'est parti comme ça. Les sacs, pareil. Un tapis, oui, c'est un tapis. Les artisanes qui le font, c'est des femmes. C'est une association de femmes qui font en général chez elles, puis après elles apportent à l'association pour pouvoir les présenter. Donc il y a toute une histoire. Ce n'est pas des simples vestes, ce n'est pas des simples sacs. Il y a toute une histoire humaine derrière. J'aime beaucoup le symbole Amazir et sa symbolique. Tu peux nous en parler? Oui, le fameux symbole Amazir, c'est ce qui m'a aussi le plus frappé. Tu parles de symbole l'homme libre. L'homme de manière générale, c'est pas l'homme masculin, c'est l'être humain libre, dans toute sa dimension. Libre de penser, libre de mouvement, libre de créer, libre de partir, de rester. Et ce symbole est très très important chez les Amazirs. Et au Maroc de manière générale, en Maroc, en Algérie, parce qu'il y a aussi en Algérie, cette liberté, cette vraie liberté. Et pas la liberté qu'on pense qu'on a, mais qu'on n'a pas au final. Tu vois, on se sent libre, vraiment, on se sent libre, mais quand tu analyses un peu le truc, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment libre ? Je profite de cette interview pour vous annoncer que les inscriptions pour la masterclass des 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech sont maintenant ouvertes. 2 jours intenses avec des experts et des entrepreneurs inspirants pour vous aider à réaliser votre projet d'installation au Maroc et d'entrepreneuriat. Les places sont limitées à 45 participants, donc pour réserver la vôtre, le lien est dans la description. Parce qu'on est toujours attaché à quelque chose de financier. C'est ça que je voulais te demander. Tu vois pas un paradoxe au fait aussi que la société marocaine, il y a la religion, la culture. Il y a beaucoup de choses aussi qui t'empêchent d'être pleinement toi-même par rapport au regard des autres, au jugement. Est-ce qu'il y a encore des hommes libres en 2025, tu penses? Mais très bizarrement, moi je me sens beaucoup plus libre ici qu'en Belgique. Je me sens beaucoup plus ancrée, alignée, libre de dire ce que j'ai à dire, bien sûr dans le respect, mais je me sens beaucoup plus libre ici au Maroc. J'ai des débats avec mes artisans ou avec des ouvriers ou avec des hommes de métier. J'ai vraiment des débats très profonds. La majorité du temps, on n'est jamais d'accord, mais il y a toujours du respect. Qu'en Europe, il doit y avoir quelqu'un qui a raison. Et cette définition de liberté, moi, je la ressens beaucoup plus ici. Tu le sais, tu vis ici au Maroc, tu n'as pas envie de travailler ou tu as envie de travailler moins, tu prends ton sac, tu vas à la plage, tu vas dans les montagnes, tu vas voir un ami, tu as cette liberté-là. Tu as envie de chiller chez toi tranquille, tu le fais. Tu sais que tu vas travailler 2 fois plus demain et après-demain. Tu sais que, en fait, tu peux vraiment, même les Marocains qui ont des commerces ici à la Midi à Marrakech ou ailleurs, ils se réveillent le matin très tôt, ils font leur petit nettoyage de boutique, ils s'arrêtent pour la prière 5 fois par jour. Si ça, c'est pas prendre le temps et être libre, je sais pas trop ce que c'est. Tu vois, et il y a toujours cette reconnexion à soi aussi ici au Maroc. Que ce soit par l'appel à la prière, par les événements autres comme les fêtes religieuses ou pas, il y a toujours une envie de pause, mais la vraie pause.
pas la pause. À 17h, j'ai fini mon travail, je prends la route, j'ai les embouteillages, je suis déjà énervée en rentrant. Dès que je rentre, je crie parce que j'ai pris 2 heures d'embouteillage dans les pattes. Ici, non. Même s'il y a des embouteillages, tu écoutes de la musique, enfin, tu prêtes un peu attention. Les gens, en général, ils chantent dans leur voiture, ils sont cool, ils s'arrêtent, ils prennent un petit café. C'est différent. C'est vraiment très, très, très différent. Et pour moi, la notion de liberté, je l'ai retrouvée ici. Est-ce que c'est ça, entre autres, qui a fait qu'avec ces allers-retours pour ton projet de création, a fait que tu as décidé de, OK, il y a peut-être quelque chose à faire et venir Mm, ici. tout à fait. Euh, c'est aussi les gens que j'ai rencontrés. Quand je leur dis, voilà, j'aimerais bien, j'ai une idée, je trouve ça chouette. Tu penses que c'est possible? Il me dit, bah, pourquoi ça, c'est pas possible? Pourquoi ça ne serait pas possible? Et quand j'ai acheté donc la maison d'hôte ici, je l'ai achetée il y a quelques années. C'était une bête petite maison Buldi, vraiment. Toute petite maison Buldi, avec que 4 murs. Et je me souviens que l'agent immobilier, il m'a dit, je l'avais visité, il y a un troupeau de chèvres qui est rentré. L'agent immobilier me dit, elle vous plaît? Je dis, ouais, elle te plaît vraiment, tu vois, mais sans trop montrer qu'elle te plaît vraiment. Et vous allez l'acheter? Je dis oui, oui. Et j'avais pas un bal, hein, on va pas se mentir, j'avais pas un bal, je dis oui. Et c'était au mois de juin, mois d'octobre, il me téléphone, il me dit alors, Madame Barcani, vous m'avez dit oui, ça en est où? J'arrive. Alors que c'était pas prévu, je dis j'arrive. Je prends l'avion, je viens et tu fais les banques pour financer. 11 banques, refus, 12 banques, ok. Là, tu te dis, ah, j'étais propriétaire à l'époque en Belgique, donc c'était possible encore à l'époque. J'ai laissé dormir un peu la maison, le terrain, le temps d'avoir les finances pour faire les travaux, d'en faire une maison d'hôte. Mais le tout est possible, le devient. Vraiment, parce que tu crois en toi et parce que les autres croient en toi. Et donc, pour répondre à ta question, quand tu as un bien ici, tu fais plus d'allers-retours. Tu commences à connaître la culture parce que tu la connais pas. On peut pas prétendre qu'on la connaît. En tout cas pour ma part, on peut pas prétendre. Je peux pas prétendre que je connais la culture marocaine ou que je connais les Marocains. Je n'ai pas vécu au Maroc, je n'ai jamais vécu au Maroc, donc je peux pas. Donc je faisais les allers-retours. J'ai commencé à connaître un petit peu les codes du Maroc et commençais à rêver beaucoup plus grand et encore plus grand et encore plus grand. On a oublié de préciser où est-ce qu'on est ici, dans quelle région du Maroc, même si on peut deviner avec Mm. les murs. On est à Essaouira, donc plus précisément à la campagne d'Essaouira, à Razoua, un lieu très très calme. Et Razoua, c'est un lieu magique. Parce qu'on vit entre. Quand je dis magique, c'est quand on parlait tout à l'heure de l'homme libre, du fameux symbole amazigh. L'homme ici, l'être humain, vit avec les habitants. Donc que ce soit les Européens, que ce soit les Français, les Belges ou autres, vit avec les habitants qui sont nés ici. Donc en fait, tu peux, en te baladant ici, croiser une chèvre en liberté, croiser une vache, croiser un âne, des animaux, et tu peux croiser aussi les habitants qui vivent ici, aller chercher leur eau au puits, faire leur pain eux-mêmes, aller à la boulangerie pour cuire leur pain de manière très très traditionnelle. Et quand je te parlais tout à l'heure d'un pont entre l'Europe et l'Afrique, c'est exactement ça en fait. C'est que tu rencontres les habitants, tu discutes avec eux, tu t'intéresses à eux, leur mode de vie, leur style de vie. Et toi, tu habites voilà, dans ta maison et tu peux aller les rencontrer et tu peux discuter avec eux. Et il y a un vrai échange, un véritable échange. Ça, c'est important. Toi, tu as choisi Essaouira, je ne pense pas par hasard. Mm. Qu'est-ce qui a fait que c'était Essaouira et pas Rabat ou Agadir ou Marrakech? Ici, il fait très calme. Les gens sont très chill, très cool. Très, très, très cool quelquefois. Ça peut énerver. Euh, c'est un autre rythme. Ici, c'est un autre rythme. Et puis, je fais pas mal de retraites ici à Essaouira. L'énergie qui s'y trouve est très différente des autres villes. Les gens sont très posés. Ils prennent vraiment ce temps euh, pour faire les choses qu'ils ont envie de faire. Le surf, kitesurf, l'équitation. C'est une ville très nature, dans tous les sens du terme. Tu peux te balader dans les Arganiers, tu as une énergie incroyable. Tu te sens mais rempli. D'ailleurs, je fais pas mal d'exercices dans les Arganiers parce que vraiment, il y a une énergie incroyable. Tu as la mer qui purifie ton corps, ton âme. Donc c'est une ville qui est remplie d'énergie positive, extrêmement positive.
et qui a un rythme particulier. Tu n'es pas obligé de tout le temps courir ici. Comparé aux autres villes, c'est plus calme, beaucoup plus calme. Et après, tu n'es pas loin de Marrakech, enfin tout est relatif, mais tu n'es pas loin de Marrakech, tu vas à Marrakech, tu vas à la Casa, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est... Est-ce que c'est ça qui explique le succès d'Essaouira, à la fois touristique et des gens qui s'installent ici? Je pense que le succès d'Essaouira, en fait, Essaouira, c'est pas une ville qu'on va vendre, qu'on va dire, ouais, viens, Essaouira, c'est génial, c'est magique, tu aimes, tu n'aimes pas. Ou tu aimes ce calme et cette pause, cette vraie pause, ou tu n'aimes pas. Mais il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Il n'y a pas de j'y vais, je vais commencer à aimer. Ou tu as le coup de foudre, ce qui a été mon cas. Je suis venue il y a des années de ça. J'ai pris le car pour rentrer à Marrakech pour prendre mon avion. Et, euh, et dans le car, j'ai commencé à pleurer. Mais je te parle de ça il y a des années. J'étais avec ma sœur. Je regardais la plage, le car il commence à bouger. Je me dis, un jour, je viendrai vivre ici. Vraiment. Et il y a des années de ça. Mais après, j'ai oublié. Tu vois, l'idée, elle était là, elle est passée. J'ai fait ma vie. Mais je suis tombée amoureuse des Saouira, et encore ça a changé aujourd'hui, pour ce calme-là en fait. Pourtant, je suis très active, hein, tu as vu que je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, mais ce calme-là en fait me réaligne avec moi-même. Après, je vais à Marrakech, je vais dans d'autres villes, je vais en Belgique, et je reviens à Essaouira pour me réaligner avec moi-même en fait. Tu vois, me recentrer sur ce qui est important. En fait, c'est vraiment un havre de paix pour pouvoir faire d'autres projets, pour pouvoir continuer dans la vie réelle, parce qu'il y a Essaouira, il y a la vie réelle, parce que si tu es vraiment en pause. Et c'est ça, je pense, qui fait le charme d'Essaouira. C'est ton équilibre. C'est clairement mon équilibre. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui? Pour moi, je vais dire que c'est continuer encore dans cette voie-là, c'est le respect. De toutes les cultures, de toutes les nationalités, se retrouver ensemble dans cette différence qu'on a tous, mais de se retrouver à un endroit où on peut se respecter. Ça, c'est important pour moi, de travailler avec des collaboratrices, parce que voilà, tu as vu les filles tout à l'heure. C'est important pour moi d'avoir cette relation, que ce soit avec mon personnel ou avec mes hommes à tout faire ou avec les ouvriers, parce que je rénove aussi le Riad à Marrakech, d'avoir cette relation humaine. Pour moi, c'est hyper important. On peut être drivé par beaucoup de choses, par l'argent, par le lieu où on habite, on peut être drivé par beaucoup de choses, mais je pense que si on se coupe de ce côté humain, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu viens vivre, que tu quittes tout, tu vends tout pour quand même changer de pays, même si c'est le tien de base, c'est quand même pas facile, c'est pas évident, tu le sais, tu vis ici. Mais ça ne doit pas te quitter ton esprit doit toujours se dire qu'il y a ce côté humain qui ne doit pas te quitter. C'est hyper important. Les Marocains, tu sais, ils sont chaleureux, ils sont accueillants, ils sont très humains. Ça ne doit pas te quitter. Tu ne dois, enfin pour moi en tout cas, je n'aimerais pas qu'on me dise, Saïda, t'as changé, tu es devenue une entrepreneur très carrée, très, non, ça me rendrait triste et j'espère ne pas le devenir. Mais pour moi, ça c'est important de rester dans ma posture de vraiment humain à humain. Quand je parle à mes filles, à mon personnel, c'est humain à humain. C'est pas tu fais ça, j'exige de ça. Non, humain à humain. Ça c'est important pour moi. Pour reprendre le fil, tu as vendu tout en Belgique? Tu es Tout. venu ici? Ouais. C'était quoi, si tu te rappelles, ton énergie à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'excitation ou de la peur? Tu te ressentais comment? La vente s'est faite de manière très fluide. Il y a eu le Covid. Le Covid, et puis on s'est dit, bah, yallah, c'est le Covid, tant qu'à faire, on y va, on vend. Puis les choses sont faites de manière très naturelle, très naturelle. Euh, En fait, tu fais une chose et après tu dis, ah, j'ai fait ça, puis je fais autre chose. Tu vois, les travaux ici. Mais je me suis pas dit, demain je pars, je prends mes valises et je pars. Ça s'est fait vraiment de manière très fluide. Il y a eu le Covid, je vends la maison. Je vends la maison, je me prends un petit appartement, c'est ce que j'ai fait. Tu te prends un petit appartement, le temps de savoir vers où tu veux aller. La vie fait que, les épreuves fait que, tu es challengé par la vie. Et puis après, tu as des messages qui viennent, comme ça que tu te dis, et si c'était le bon moment? Et ça s'est fait vraiment d'une manière très fluide. Il n'y a pas un jour où je me suis dit, je prends mes affaires, je pars. Vraiment pas. J'ai pris un peu d'affaires, puis un peu plus, puis un peu plus. Puis je me dis, je vais commencer les travaux ici à la maison d'hôte. Et puis ça c'est... Mais en fait, quand j'ai commencé les travaux ici, je me suis pas dit, je vais m'installer directement. J'ai commencé les travaux, et puis ça s'est fait de manière très naturelle, parce que j'ai vite compris que je devais être ici pour les travaux. Ça, je l'ai très vite compris. Et puis j'étais ici 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est comme s'il y avait un fil qui te reliait au Maroc?
Et de plus en plus, ça t'a rapproché d'ici et ça t'a ancré dans le pays. Un fil, moi je dirais, ce que je dis de moi, un aimant. Vraiment, tu vois, un aimant quand tu le colles, c'est pareil. C'est vraiment le Maroc, c'est comme un aimant. Je suis attirée. Quand je vais en Belgique, j'aime beaucoup parce que voilà, la Belgique m'a aussi beaucoup, beaucoup apporté. Tu vois, cette structure, ouais, je l'ai appris en Belgique. Mais le Maroc, en fait, tu as une attirance vers le Maroc, c'est limite inexplicable. Tu sais que tu as attiré. Je peux te dire, oui, les gens, je peux te dire le climat, je peux te dire beaucoup, beaucoup de choses. La liste, elle est longue. Mais tu es attiré comme un aimant, en fait. Même si quelquefois tu te dis, ah, j'en ai marre, et ça. Mais tu es attiré, en fait. C'est inexplicable. Enfin, je sais pas comment toi tu vois les choses, comment toi tu le vis, mais en tout cas, c'est inexplicable, en fait. Oui, je pense que nos abonnés vont te comprendre aussi. Voilà. Les plus gros défis au début, tu as parlé un petit peu des travaux. Comment tu as géré ça? Parce que c'est un grand changement d'un coup. Ils ont une manière de travailler qui est très différente. Je pense que ça a été pour moi la partie la plus compliquée, la plus challengeante. Euh, de commencer par un gros truc directement. Quand je dis gros truc, c'est les travaux. Directement. Tu vois, c'est pas comme si tu avais un peu de personnel, que tu t'adaptes un petit peu, ou que c'est vraiment directement commencer à faire des gros travaux avec une manière de faire qui est complètement différente de l'Europe. Tu vois, je t'expliquais tout à l'heure, les 10 centimètres et les 15 centimètres, c'est pas pareil. C'est 10 centimètres, Inch'Allah. C'est très compliqué, vraiment. Et j'ai commencé par ce gros truc directement. Mais avec le recul, je me dis heureusement que j'ai commencé par les travaux, que j'ai commencé à gérer. Mais vraiment, c'était une équipe 100% masculine. Je gérais pas du tout la langue, du tout. Je parlais pas du tout d'Arija, du tout. Aussi très très peu, en tout cas, sur Crâne, des fois les trucs de base. Mais chez Mouchkil, les trucs de base. Donc fallait se faire comprendre dans un milieu, dans un milieu d'hommes, d'une manière de faire qui est très 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 différente. Et je pense que ça a été ma meilleure école, hein. Mais alors là, si c'était à refaire, je ferais la même chose, même si c'était vraiment très difficile, parce que moi j'ai déjà envoyé des trucs valsés tellement que j'en avais marre. Je crois que j'ai dû dire en 9 mois de travaux. Peut-être tous les jours, vers la fin, tous les jours, je me casse. Je vends tout, je retourne en Belgique. Je crois que j'ai dû le dire tous les jours, vraiment, sans exagérer. Je revends tout et je m'en vais. Parce que c'était trop. C'était trop. Il y a la barrière de la langue, barrière du travail, barrière de la manière de faire. C'était trop. Et toi, tu es là, toute petite comme ça, toute menue devant une équipe de mecs qui te prennent, voilà, quelquefois un peu voilà, de haut, ou pour pas dire autre chose. C'était compliqué, c'était très compliqué. Mais avec le recul, j'ai adoré. J'ai vraiment, avec le recul aujourd'hui, je peux le dire, j'ai adoré parce que ça m'a vraiment forgé, moi. Tu vois, avoir cette posture de je veux ça comme ça et pas autrement. Si je te demande de faire ça, j'aimerais bien que ce soit comme ça, s'il te plaît. Parce que tu es une femme de caractère aussi, avec une personnalité. Tu sais ce que tu veux. Je pense que je sais très bien ce que je veux, ouais. Ça, je pense que je sais, ça c'est depuis toujours, je pense que vraiment que je sais ce que je veux. Mon but, c'est pas d'être carriériste ou de créer un empire. Mon but à moi, euh, c'est d'apprendre énormément sur moi. De tous ces projets que je fais, on se le disait tout à l'heure, c'est que j'apprends énormément sur moi. Des émotions, des capacités que j'ignorais, qu'on m'a toujours dit, mais tu seras jamais capable de faire ça. Toi, tu es plutôt comme ça, hein. Tu vois, les fameuses étiquettes qu'on te colle et que au final, tu y crois. Tu penses que tu es comme ça, parce qu'on t'a toujours dit que tu étais comme ça. Et je me suis découverte, en fait. Tu vois, je me suis vraiment découverte, me dire, bah voilà, en fait, Saïda, elle est comme ça. C'est pas ce qu'on disait d'elle, mais elle est comme ça. Elle est capable de faire ça. Et plus tu avances, et plus tu dis, je suis capable de faire encore un autre projet, puis encore un autre projet. Mais plus pour le côté humain et l'apprentissage personnel que le côté, je vais dire, voilà, carrière, entrepreneuriale. Et tu m'as dit aujourd'hui, tu maîtrises la langue, tu as appris. Oui, oui, entre-temps, heureusement. Aujourd'hui, je la maîtrise, apparemment mieux, d'après mes proches. Je la maîtrise vraiment bien. J'ai fait encore des fautes, masculin, féminin. Quelquefois, je fais aussi attention, tu vois, les mots que je maîtrise à peine. Je fais quand même attention à la manière dont le dire, parce que ça peut vite tourner de façon bizarre, donc je fais quand même attention. Mais je peux dire aujourd'hui que je maîtrise le darija.
Je... Après, il y a des moments, tu vois, un peu quand je suis un peu fatiguée, j'ai du mal. Quand je suis un peu énervée, j'ai du mal, parce que ça reste pas ma langue maternelle. Mais voilà, c'est un peu compliqué, à des moments, mais sinon ça va. Dans l'ensemble, je gère. Tu as commencé les travaux avec ton équipe. Mhm. C'était quoi la vision du projet? Qu'est-ce que tu voulais en faire? Quand je vais dire ça, je crois que les gens ils vont halluciner, mais il n'y avait pas de vision, vraiment. En fait, c'est faire des travaux, faire 6 chambres, mais j'avais... En fait, non, c'est pas que j'avais pas de vision. Quand j'ai commencé les travaux, il y avait vraiment pas de vision. Vraiment, je me dis, tu sais quoi, on va agrandir, il y a un grand terrain, je vais en faire quelque chose. C'est dommage de le laisser à nu. Juste pour toi vivre? Non, je me dis, ouais, de temps en temps, Airbnb, tranquille. Et une chose en entraînant une autre, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça. Et récemment, j'ai déménagé et j'ai trouvé en fait un bloc-notes que j'avais. J'ai toujours d'ailleurs, où j'avais en 2018 griffonné en fait ce que tu vois ici. Vraiment, je peux te le montrer, mais vraiment ce que tu vois ici, piscine au milieu, toutes des chambres autour. En 2018, j'avais fait ça lors d'un séminaire. Tu vois, quand on fait le fameux exercice de notre vision, de nos projets, 3 mois, 6 mois, 1 an. Tu pourras me l'envoyer si tu veux qu'on Ah oui, l'affiche. ouais, ouais, vraiment. Il est un peu abîmé, mais voilà, l'idée est là. Vraiment de manière très basique. Piscine, machin, truc et tout. Donc tu l'avais dans la tête. Je l'avais dans la tête. J'avais oublié, en fait. J'avais vraiment oublié. Et donc, je me dis, mais en fait, au final, je l'avais quand même dans la tête. Cette vision de pouvoir accueillir des gens, de pouvoir faire des retraites ici. En fait, on n'oublie jamais qui on est. Jamais. Au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé accueillir les gens. J'ai toujours aimé les grandes tables, les grandes tablées, d'être plusieurs autour de la table, de pouvoir manger, de pouvoir rigoler. En fait, on n'oublie jamais qui on est. Ce qui fait qu'on se laisse porter par des choses qui ne nous appartiennent pas, par des choses ou ce qu'on nous donne aussi, tu vois, par le travail, par la famille. On oublie avec le temps qui on est. Mais si tu viens vraiment à te poser dans le calme, de manière très sincère, que tu arrêtes de te mentir, que tu dis, ok, d'accord, qui je suis vraiment, vers où je veux aller, je te promets que tu sais vraiment. Tu le sais depuis le départ. On le sait. En nous, depuis l'enfance, on sait ce qu'on veut faire. Sauf qu'on se perd. Donc en arrière-plan, il y avait cette vision, même si elle n'était pas consciente, Exactement. de, de cette idée, de ce projet. Exactement. Et tu as avancé vers ça avec les ouvriers. J'ai avancé vers ça avec les ouvriers, avec toute l'équipe, faire les travaux. Et quand on a fini, en fait, ça c'est quand même important de le dire aussi, j'ai fini les travaux en juillet 2023, je pense. Je dis, oui, de juillet 2023. J'ai beaucoup posté sur les réseaux, beaucoup, les travaux, parce que je trouvais ça hyper drôle, ma façon de travailler, le machin. Je l'ai vraiment posté comme ça pour le fun, parce que moi, je trouvais ça hyper drôle. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a des gens qui voyaient la ville en chantier. Tu vois, genre tas de cailloux, tas de vraiment gravats, machin et tout. Ah, ça va être prêt quand? On aimerait bien venir. Et ils ont loué alors qu'il n'y avait que des tas de gravats. Ça va être prêt quand? Fin juillet. La pression de malade. Fin juillet, j'avais déjà des réservations. Mais je te raconte pas le dernier jour de juillet. Oui, vraiment. J'ai sué des gouttes, mais on a réussi, tu vois. Donc, tu as une équipe approximative, puis après, il y a des changements, des ajustements. Mais j'ai trouvé ça dingue que les gens, tellement, tout ça pour dire en fait, parce qu'il y avait une idée derrière, tellement que tu crois en toi, les gens croient en toi. Tellement que tu incarnes cette posture de dire, bah voilà, je fais des travaux, et les gens ils Ça te se suivent. ressent. Ouais, les gens ils te suivent. Je dis, est-ce que tu vas louer un endroit, un lieu, allez, encore en travaux? Qui ferait ça? Et les gens, ils ont confiance en toi. Et ils te disent, ah, c'est prêt quand? Ben, je viens, je loue. Et vraiment, ils ont envoyé de la compte, machin et tout. Et mon premier mois, donc en fait, on a pris du retard pour les travaux. Normalement, je devais ouvrir avant début juillet. On a ouvert fin juillet. Et tout le mois d'août, full, full, full. Un sortait, l'autre rentrait, un sortait, l'autre rentrait. Et pour être très honnête, j'avais pas encore créé ma société. Donc, en urgence, comptable, machin, créer ta société. Vous êtes en train de regarder cette interview et peut-être que vous avez un projet d'installation au Maroc qui commence à prendre forme. Si vous voulez avancer dès maintenant, vous avez 2 options simples dans la description. Ma mini-formation gratuite par email durant 7 jours avec un conseil pratique chaque jour ou directement mon WhatsApp si vous préférez discuter avec moi ou mon équipe. Voilà. Tu sais, ça c'est un truc très sous-estimé et je le recommanderais toujours. C'est quand tu es entrepreneur de documenter le processus Oui, du départ où il n'y a rien et ça crée un climat aussi de confiance, les gens exactement. voient qui tu es, ils ont envie de participer, de rejoindre.
Est-ce que toi, c'était conscient ou tu voulais juste partager pour partager? Je pense que tout ce que je fais est complètement inconscient. Tout. Je fais les choses parce que je suis une passionnée. Je pense que tu as vite capté le truc. Je suis vraiment passionnée par tout ce que je fais. Je suis passionnée par l'humain, je suis passionnée par les projets, je suis passionnée. Donc en fait, je le fais de manière très inconsciente. Je trouve ça fun, je le fais. Si ça m'anime, si ça me nourrit, je le fais. Et j'ai commencé vraiment comme ça. Mon Instagram, j'ai vu de créer un Instagram, vu la Madame Babouche, un lien avec la marque Madame Babouche, je me casse pas trop la tête, même là-dedans, je me casse même pas la tête. C'est un lien, c'est un concept et je continue. Mais jamais, aujourd'hui, quand on me fait des interviews, on me dit mais tu sais que tu as créé un concept? Je dis ah ouais, tu vois. Mais en fait, je fais les choses d'une manière très naturelle, très fluide, tant que je m'éclate, tant que je m'amuse dans ce que je fais. Ça, c'est hyper important pour moi. De s'amuser dans ce qu'on fait et de toujours avoir ces petits papillons dans le ventre. Si tu les as plus, si ça te nourrit plus. Après, il y a des moments où ça te nourrit plus. Je veux dire, tu es en transition ou quoi. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines. C'est OK. C'est complètement OK. Mais ça doit être là de nouveau. Sinon, c'est que c'est plus fait pour toi. Donc moi, aujourd'hui, je me dis, je m'éclate dans ce que je fais. Si demain, ça m'éclate plus, on verra. Mais j'ai jamais conscience, tu vois, avec un objectif bien précis, te dire business plan, machin et tout. Pourtant, des business plans, j'en ai fait. Hein. Mais ils m'ont jamais servi. Ils me demandent, je fais. Mais ils m'ont jamais servi. Mais par contre, comme ici, la pergola est dans la pergola en pierre, quand les ouvriers ont tout terminé, je dis, ah, j'ai encore une idée, une chouette idée. On va faire une pergola. Je l'ai commencé à la dessiner, ils ne comprenaient rien, bien sûr, sinon c'était pas drôle. Je l'ai redessinée, machin. Donc, quand elle a été terminée, je me dis, en fait, c'est exactement la pergola dans laquelle j'étais avec mes grands-parents. Tu vois, style la pierre, le tapis. Enfin, tu es beaucoup dans les montagnes aussi, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup ce genre de... Tu vois, les tapis, les poufs, la pierre, le bois. En fait, c'est mes grands-parents, tout ça. C'est mes vacances que je reniais, que je rejetais, tu vois. L'espace, le minimalisme, Exactement, tu vois, la l'ancien. lumière. Ouais, ouais, l'ancien, c'est génial. Tu vois, des vieux poufs, des vieux tapis, tu en fais les vieux tapis, tu en fais des vieux poufs. Des vieilles lampes, tu en fais quelque chose. T'as visité les chambres, tu vois, moi je récupère beaucoup, beaucoup. Parce que tout a une histoire. Tout a une histoire. Et c'est ça que je dis, ah, je trouve ça sympa, je fais. Je ne me pose pas 50 000 questions. Défaut, qualité, je ne sais pas. On ne va toujours pas donner la réponse, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Ça me plaît, ça m'anime, je le fais. Mais je ne me pose pas 50 000 questions, ça c'est sûr. On sent qu'il y a une direction aussi dans la création du lieu et des espaces. Il y a des objets que tu as chinés, il y a des éléments naturels, Mhm. il y a des couleurs. Comment tu pourrais décrire le style d'ici Le style de la villa, je suis très 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 fière, je peux le dire. Je voulais vraiment faire un lieu authentique. Parce que je pense que je le suis déjà, très authentique. Je veux que les gens s'y sentent bien. Moi, quand les clients partent d'ici et qui serrent les filles dans les bras et qui pleurent, alors que c'est leur première fois au Maroc, je me dis jackpot pour moi. J'ai réussi. mission accomplie? Mission accomplie. Tac, tac, tac. Ça, je suis trop contente. Surtout quand c'est la première fois, on me dit c'est la première fois au Maroc et qui partent et qui vraiment ils pleurent, genre ils pleurent, ils prennent les filles, ils sont là et t'as vu les filles, hein, donc la moitié voilée, la moitié n'est pas voilée, tu vois il y a plus cette barrière de qui est quoi, on s'en fout, tu vois, on est bien, on se prend dans les bras, on se respecte. Qu'est-ce qui les a touchés? Le lieu, qu'est-ce qui les a touchés? L'authenticité. L'authenticité. Souvent, on me dit, ça aussi, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Ah, c'est vous la propriétaire? Parce que je les accueille cool, tu vois. Je suis pas en mode, je m'apprête, je suis propre, mais je les accueille en mode cool. Et très, très, très souvent, après les clients, ils en rigolent. C'est pas ça qu'on voulait dire, mais je les accueille comme je suis en fait. Je n'ai pas un masque où je suis différente parce que non, je les accueille vraiment de manière très authentique, comme le lieu. Le lieu, je le voulais vraiment authentique aussi dans la décoration. Ils ont un savoir-faire incroyable. Les artisans ici, mais vraiment incroyable. Tu as une idée, ils font, ils s'exécutent. Tu as vraiment, qu'importe l'idée. Tu as vu mes vieilles lampes berbères là. J'en ai fait des lampes accrochées au plafond et tout. Quand je leur ai donné l'idée, ils m'ont dit bah non, ça va pas être possible. Et je te promets que ça va être possible. Et ils l'ont fait. Donc, tout est possible ici, et même dans la déco. Après, moi, les artisans, quand ils me voyaient chiner, enfin, les ouvriers ici, quand on arrivait en fin de chantier, ils me voyaient chiner un peu à gauche, à droite. Ils me ramenaient des objets.
Je trouvais ça trop drôle. Ah, j'ai ça, tu vois, le truc vraiment tout pourri, j'ai ça pour toi. La petite armoire que tu as vue dans la chambre juste là, une vieille armoire au mur, c'est un de mes ouvriers qui me l'a ramené. Il me dit, ah, j'ai ça depuis 90 ans, tu vois, le truc qui regardait même plus, parce que pour lui, voilà, il n'y a pas utilité. Moi, j'étais là, je dis, oh, tu vois, c'est magnifique, il y a une histoire. Donc, il y a plein d'objets ici que mes ouvriers m'ont apporté. Notamment le plaid que je t'avais montré, qui était de son arrière-grand-père. Les anciennes djellabas des arrière-grands-parents Ouais, qui ouais, sont incroyables. ouais. Il y a une histoire, en fait. Tout ça, en fait, si tu parles du Maroc ou tu viens vivre au Maroc, tu t'intéresses pas à l'histoire, je trouve que c'est compliqué. Tu dois rien. Mais c'est en tout cas cool que tu t'intéresses à l'histoire, aux gens, à l'humain qui se cache derrière les tapis que tu vois ici. La plupart viennent de mes ouvriers aussi, tu vois. Chacun te ramène un peu un bout de son histoire. Donc ce lieu, c'est toutes les personnes qui sont passées, qui ont travaillé, qui ont apporté leur énergie, qui ont, au-delà d'apporter leur énergie, ils ont apporté aussi une contribution matérielle, parce que c'est eux qui ont fait les murs que tu vois, un bout de leur histoire, mais ils ont contribué aussi à ton projet. Ce que je te disais en début d'interview, ils croient en toi. Ils croient en toi, donc ils viennent et ils disent, ah, j'ai quelque chose pour toi, tu vois. Et ça, même si c'était très difficile pour toi, le challenge et les obstacles, ça t'a touché que d'être entouré de ces personnes? Je peux pas le dire autrement, je ne sais pas le dire autrement. C'est pour moi une école de la vie. Tu vois, quand quelqu'un que tu connais pas, tu vois, il vient et t'apporte un cadeau. Comment tu vas te sentir? Comment tu vas être? Tu dis, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui a fait que il m'apporte quelque chose? Tu vois, c'est tellement touchant. Tu le connais pas. De base, tu connais pas cette personne, ou très 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 peu. Elle vient, elle t'apporte ce qu'il y a, entre guillemets, de plus précieux de son arrière-grand-mère. Elle t'apporte ça comme, tu vois, j'ai un truc pour toi, pour décorer ton lieu. Comment tu peux mettre des mots là-dessus? C'est impossible, tu vois. Tu ne peux qu'être touché. Puis moi, j'adore raconter cette histoire-là. À mes clients, je leur dis, voilà, ça, 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 ça. Il y a plein d'autres choses. Il y a les mortiers qui en bois aussi dans la première chambre aussi. Ça aussi, c'est un ouvrier qui me l'a ramené. Et ça, je pense qu'il date de plus de 100 ans. C'est ce qu'il m'avait dit qu'il date de... Mais il est déglingué, hein. Le mortier, il est déglingué. Mais il me l'a ramené. Tu vois, genre, je t'ai ramené un truc, ça va bien donner là. Je trouve ça génial. C'est ça qui fait aussi qu'un lieu a une âme. Tout à fait. C'est pas que du moderne et du plastique, quoi. Ça, je ne voulais pas déjà de base, je ne voulais pas. Je voulais vraiment travailler avec le... Il y a beaucoup de... La table que tu disais, elle est jolie, cette table. Je l'ai récupérée de la maison quand c'était une bête maison. Je l'ai refaite travailler, j'ai demandé qu'on fasse des pieds. L'histoire est très importante. Que ce soit l'histoire des lieux, que ce soit ta propre histoire, que ce soit l'histoire avec les habitants, tout est important. Je pense qu'on ne peut qu'avancer mieux que si tu t'intéresses à l'histoire de l'autre. Pour moi, c'est très important. Si ça doit passer par les objets, c'est OK. Je t'ai pas encore posé la question, mais pourquoi Madame Babouche? Je suis trop contente que tu me poses la question. Madame Babouche, en fait, fait référence à ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Le temps passe vite. Et elle portait des babouches jaunes. Tu vois, les babouches d'hommes, là. Parce qu'elle avait des grands pieds, des grandes mains. Vraiment des grandes mains, très, tu vois, très grandes. Et elle portait des babouches jaunes. Et pour moi, en fait, elle a élevé plus de 10 enfants comme un chef d'entreprise. Ce qu'on ne valorise pas aujourd'hui, tu vois. Tu élèves des enfants, bah, t'es femme au foyer. Tu vois, c'est pas valorisé du tout. Pour moi, en tout cas, à l'époque, quand je la voyais très peu, parce que une fois par an, quand on allait avec mes parents, je la voyais, mais vraiment comme un chef d'entreprise. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Je dis, waouh, elle gère son truc, tu vois. Elle gère ses poulets, elle gère ses vaches, elle gérait tout. Et je trouvais ça, je la trouvais très forte, de par son physique déjà, sa manière d'être, sa manière d'élever ses enfants, sa manière de se faire respecter aussi. Et moi, j'avais une admiration, et j'ai toujours une admiration, même si elle ne fait plus partie de ce monde. J'ai une admiration incroyable pour elle. J'irai encore plus loin, je pense. C'est pour elle et pour toutes les grand-mères. Bah, pour toutes les grand-mères, pour toutes les mères aussi, en l'occurrence. Parce que je trouve que c'est un job qui a du mérite, vraiment. D'être mère, quand t'es mère de 3, 4, 5 enfants, il y a du mérite. Et c'est pas valorisé, quoi. C'est pas valorisé.
Et je trouve ça tellement dommage parce qu'on a tellement à apprendre. Je suis maman aussi, tu vois. On a tellement à apprendre des mamans. On a tellement à apprendre des hommes aussi. C'est pas ça, mais ces grands-mères. Enfin, tu habites au Maroc, tu vois les grands-mères, le travail qu'elles font. Aller chercher de l'eau, quelquefois des bouteilles d'eau, 3, 4, 5 bouteilles d'eau. Quelquefois, elles vont nourrir les animaux. Elles ont un truc sur la tête avec de l'air pour aller nourrir les animaux. Elles font un métier d'homme en plus de leur métier de femme, d'élever, de faire à manger. On les valorise pas. Je trouve ça fou, quoi. Et ma grand-mère, en fait, c'est l'image, sans le vouloir, qu'elle m'a donnée. D'être forte, de gérer une maison, de gérer ses enfants comme un chef d'entreprise. Au final, un chef d'entreprise, c'est ce qu'il fait. Hein. C'est gérer son personnel, c'est gérer les obstacles, c'est gérer les challenges, c'est ça. Et c'est ça que les mamans... J'ai une admiration particulière pour les grands-mères, je l'avoue, parce que leur visage, c'est un GPS, c'est une carte. C'est toute une histoire. Quand on s'intéresse un peu à la culture et à l'histoire berbère, amazigh, Je comprends mieux les photos que j'ai vues tout à l'heure aussi. voilà. Moi, je trouve ça dingue, quoi. Tu sais, quand je vivais à Lorica, tous les matins, je croise des grands-mères très âgées qui vont au champ tous les jours, qui vont travailler, qui sont le dos baissé pendant des heures. Ça m'a toujours touché de voir à quel point elles sont actives. Et t'as le jeune à côté sur son téléphone qui faut rien. Voilà, exactement. Je pense que c'est leur force. Et c'est ça aussi qui leur permet de vivre en bonne santé, de vivre longtemps. Parce qu'à la fois c'est dur, mais c'est ça qui permet de te maintenir en bonne santé. Exactement. Je l'ai trouvé très inspirante. C'est inspirant et c'est, comme je disais tout à l'heure avec leur visage, elles ont une vraie histoire. Moi, j'ai beaucoup parlé à des femmes dans les montagnes durant le tremblement de terre. J'ai été à des endroits que je connaissais même pas, je savais même pas que ça existait au Maroc. Dans les montagnes, elles font une fausse couche, elles font une fausse couche. Tu fais une fausse couche, ça y est, c'est fait et tu passes à autre chose. En Europe, il y a tout allez, je veux dire, un protocole médical qui est fait autour. Dans les montagnes, pas. Rien que ça déjà, tu te dis waouh, tu vois cette manière de se relever de toute épreuve. Et de se relever, mais de se relever avec le sourire aussi. Tu vois, digne, forte. Alors Madame Mabou, je crois que c'est ça aussi. C'est un hommage à toutes les grand-mères et toutes les femmes fortes. Ouais, exactement, exactement. On revient un peu sur la période des travaux. Ça a duré combien de temps avant que tu ouvres les portes des premiers clients? 9 mois. 9 mois, jour pour jour. 9 mois. C'est ton accouchement, là? Ah ouais, 9 mois. Un vrai accouchement. En douleur ou... Les deux. Les deux, vraiment, en douleur. Après, comme je t'expliquais, c'est une école de vie aussi. Donc, je suis pas mécontente d'être passée par là. Au contraire, je suis très contente même. T'as eu un beau bébé. Ouais, vraiment. Moi, je suis très fière. Et puis, ce bébé-là, c'est un peu comme les enfants. Tu accouches et après, tu te dis, ah, c'est quand le deuxième? Tu vois, un projet appelle un autre projet, tu vois. Et tu te sens cette force mentale de pouvoir gérer un autre projet. Et je crois que les entrepreneurs, c'est un peu ça, je pense que tu vas confirmer, c'est en faisant les choses que tu sais que tu es capable de faire encore plus. Moi, je dois me forcer là de ne pas commencer un nouveau projet. Parce que c'est Exactement. c'est plus fort que toi. Un projet appelle un autre projet. C'est comme on dit, l'argent appelle l'argent. Quand tu es drivé par les projets, un projet appelle un autre projet. Et tu te sens tout le temps capable de faire encore mieux, encore plus grand, encore plus... Et tu te challenges énormément. Tu te challenges énormément. Et je pense que ça a été dur pendant 9 mois. Mais au final, je crois que c'est à refaire. Je referai exactement la même chose. Avec les mêmes personnes, parce que c'est elles qui m'ont appris. Et c'est elles aussi, quand je dis quand tu es passé par là, tu sais que tu peux rester au Maroc. Tu le sais, c'est validé. Tu vois, tu as ton passeport, comment tu peux rester au Maroc. Parce que tu sais que tu vas avoir des galères, encore d'autres galères, mais tu sais que tu vas les gérer. Tu as réussi à les gérer et tu vas encore les gérer. Et ici, c'est un lieu où tu accueilles des voyageurs qui vont rester quelques jours, peut-être parfois même qu'une nuit. Tu as aussi des retraites sur place. Oui, exactement. Donc en fait, tu peux organiser des retraites en tant qu'organisateur. Tu peux venir louer les lieux, organiser ta retraite. On a pas mal de breathwork, de yoga, kundalini, c'est ça, ouais. Des retraites d'entrepreneurs aussi, on a. Donc tu loues les lieux et tu fais, voilà, je suis là pour gérer avec les filles. Donc toi, tu loues les lieux, tu t'occupes de plus rien.
On s'occupe vraiment de tout. Ça, c'est vraiment très important pour moi, que toi, tu t'occupes juste des participants, que tu as ta tête, ton corps avec les participants. Tu vas pas me dire, voilà, quel on mange, machin, tout est géré, millimétré. Il y a des gens qui louent pour des anniversaires, des enterrements de jeunes filles. J'ai ici pour mon premier devis pour un mariage. J'ai déjà eu un mariage, mais assez basique. Mais ici, ils demandent quelque chose de plus important. Donc voilà, j'ai des clients en d'âge, des clients pour les retraites. D'ailleurs, je veux passer un message pour les membres de ma formation Objectif Maroc. Dites-moi si ça vous enthousiasmerait de venir ici, parce que je cherche des lieux un peu atypiques Mm, et où on se sent bien mm, ok, pour se rencontrer, se retrouver. ok. Ce sera un grand plaisir de vous accueillir ici. Ouais, je le sens bien, moi. Après, tu as vu l'équipe, hein, c'est elles qui vont s'occuper de vous. Donc, en fait, quand tu viens ici, tu sens que tu es en famille, que tu sens que tu es à l'aise, qu'il n'y a pas. Les clients ils me demandent souvent qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, genre, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Je dis, vous pouvez tout faire. À partir du moment où vous respectez l'âme des lieux, les lieux, vous êtes chez vous, en fait. Et moi, quand j'accueille les gens, je dis bienvenue chez vous. Les filles, elles disent la même chose. Bienvenue chez vous. Enfin, c'est venu naturellement, en fait. On n'a pas préparé le speech, machin et tout, de dire ça aux clients. C'est naturel. Quand les gens ils viennent, ah, bienvenue chez vous. Et ils apprécient. Ils apprécient vraiment. Ouais, on est touché par ça souvent, Mm. ce qu'on retrouve pas forcément dans d'autres pays. Tu me tends la perche avec les filles, ton personnel. Comment ça s'est mis en place et quels ont été les challenges aussi à ce Mm. niveau? C'est aussi une partie qui n'est pas facile. Comme je te disais tout à l'heure, la partie recrutement personnel, c'est majoritairement des femmes. Donc si tu les prends trop jeunes, tu sais qu'elles vont se marier à un moment ou à un autre, donc elles vont te quitter, donc tu le sais. Être enceinte aussi, tu le sais. Donc tu dois vraiment faire, enfin, c'est pas attention, mais être voilà, attentif à tout ça. Moi j'avais ma cuisinière par exemple, elle est enceinte, elle est en congé mat, je le sais. Tu vois, tu dois vraiment en tenir compte. Qu'il y aura des allers-retours comme ça. La manière de travailler ici au Maroc est différente aussi. Quand c'est milieu ouvrier, personnel, voilà, c'est compliqué aussi. Après, moi, j'ai ma vision de mon entreprise et c'est de challenger aussi les filles. Tu viens pas ici travailler, faire le ménage, faire la cuisine et c'est tout. Je les implique. Pour moi, c'est hyper important. Kenza, que tu as vu tout à l'heure, qui va être la responsable après ici du site à Essaouira. Kenza, quand elle a commencé, elle me dit, je rêverais de faire mon permis, j'aimerais bien avoir mon permis. Et elle a mis du temps, mais elle a passé son permis. Donc, je lui ai payé ses heures. Quand c'était un peu plus calme, je dis, ah, chut, allez, va apprendre, va conduire. Elle est revenue ici, mais d'une fierté, je ne peux même pas t'expliquer à quel point elle était fière. Elle dit, j'ai eu mon permis, j'en rêvais. Donc elle a eu son permis. Ici, on a acheté une voiture qui va bientôt arriver pour elle, pour pouvoir déposer les filles. Elle va apprendre le français. De sa propre initiative, elle me dit, Saïda, j'aimerais bien apprendre une langue. Je dis, tu vas apprendre quoi comme langue? Et elle me dit l'anglais ou le français. Je dis, ok, quelle langue tu choisis? Français. Donc ouais, elle va s'inscrire à un cours de français. Elles ont des formations de cuisine, elles ont des formations de comment gérer, tu l'as vu tout à l'heure ce matin avec Véronique, comment gérer un établissement, la mise en place, elles ont tout le temps des formations. J'essaie de les impliquer un maximum, non pas pour qu'elles restent, hein, parce que voilà, elles ne m'appartiennent pas, mais j'aimerais qu'elles se sentent bien dans un lieu où elles se sentent valorisées, où elles se sentent élevées et pas descendues, tu vois, dire tu fais ton boulot, je te demande rien, tu fais juste ton boulot. Moi, c'est ma politique d'entreprise, c'est que on co-crée ensemble. Que moi, ce lieu, sans elle, c'est pas possible. Tu vois, c'est elle qui t'a apporté le petit déjeuner ce matin. C'est pas moi, tu vois. Sans elle, c'est pas possible. C'est elle qui accueille les clients aussi. C'est elle qui font les chambres. C'est elle qui a une attention particulière quand tu viens, qui est à l'écoute de tes besoins. Et pour moi, c'est important de les valoriser. C'est très, très, très important. Et elles savent très bien que moi, je travaille de façon très humaine. Je peux pleurer, je peux rire, avec elle, il n'y a aucun souci. Parce qu'on est d'humain à humain. C'est très important pour moi. Comment on réussit à trouver des bons éléments? Je pense que c'est comme dans tout. Tu expérimentes, tu testes, tu expérimentes, tu testes. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Il faut savoir aussi que le personnel, en tout cas, il s'avira, moi à Marrakech apparemment, ça va, ça vient. Donc elles te disent du jour au lendemain, ah je m'en vais. 2 jours après, elles te disent, ah je reviens. Elles pensent trouver mieux ailleurs, elles partent, puis elles reviennent. Ça c'est, je veux dire, entre guillemets, à Essaouira, c'est normal.
On le sait, c'est le jeu, c'est comme ça. Moi, je recrute pas dans le but de dire qu'elle va terminer ses jours avec moi à mes côtés jusque... J'aimerais bien, hein, mais j'aimerais bien qu'elle prenne aussi conscience de leur valeur. Tout comme moi, j'ai pris conscience de ma valeur en créant ces projets-là. J'ai à cœur qu'elles comprennent leur valeur. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est génial parce que peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui vient pour le ménage et puis au fil du temps va devenir responsable ou manager. Kenza, Ouais. Kenza, c'est l'exemple de Kenza. Kenza, elle est venue pour le ménage. Et elle me dit, moi j'ai le bac, mais je sais faire que le ménage. Je dis, non, tu ne sais pas faire que le ménage. Et elle a commencé. Pourquoi elle est devenue responsable aujourd'hui? Parce qu'elle ne m'a jamais lâchée. Du départ, depuis que j'ai commencé à maintenant, elle ne m'a jamais lâchée. Que ce soit me dire que je suis malade à la dernière minute ou je ne viens pas, elle me prévient tout le temps s'il y a quelque chose. Et je me dis, waouh, elle a quand même du potentiel. Donc, d'où le permis, les langues et d'autres formations qui vont arriver ici. Hein. Il y a une formation du personnel, comment gérer un établissement. Donc, moi, j'apprends et je leur apprends. Et Véronique aussi, donc c'est la formatrice qui leur apprend. Mais elle a commencé en faisant le ménage. Mais elle me l'a dit il n'y a pas longtemps, elle me dit, j'aurais jamais pensé qu'en commençant le ménage, j'allais pouvoir être un jour responsable. Parce que qui dit responsable, c'est des responsabilités. Les responsabilités vont avec le salaire, tu vois. Et c'est valorisant. Elle a passé son permis. Elle a une voiture, tu vois, tout ça c'est valorisant. Donc tu viens avec une certaine fierté de te dire, Kenza aussi, elle dit toujours, je viens à la villa comme si c'était la sienne. Tu vois, elle s'implique dans le projet. Les filles s'impliquent énormément dans le projet, ça c'est important. C'est un bel exemple. On en revient où tout est possible. Tout à fait. Peu importe où tu démarres, Mhm. si tu t'en donnes les moyens et que tu mets Exactement. ton énergie, tu peux Exactement. monter très haut. Tu t'en donnes l'énergie et moi je reviens sur ce que je dis tout le temps. Je pense qu'il faut vraiment croire en soi. Tu vois, c'est pas moi qui vais croire en toi. Tu diras, je peux te le dire, ouais, Stéphane, je crois vraiment en toi. Mais je crois que ça doit vraiment venir de toi, de soi, tu vois, du plus profond de ton être, vraiment te dire, moi je crois en moi, même si moi je viens te démonter, tu dis, non, tu peux avoir tes croyances, tu peux me dire que je vais jamais arriver. C'est ton droit, c'est ta vérité. Mais moi je crois en moi. Moi j'ai un notaire qui me l'a dit. Hein. Quand j'ai acheté le riad à Marrakech, il m'a dit, en fait, j'y croyais absolument pas. Mais le fait que tu y crois tellement, et quand je te dis, Saïda, écoute, ce riad, c'est bon, il n'est pas fait pour toi, tu vois bien que c'est impossible, et que tu m'as répondu, non, 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 maître, c'est celui-là, et pas un autre. Je vous le dis, c'est celui-là et pas un autre. Moi, je me souviens même pas, mais avec cette posture-là que j'ai eue et tout, encore lui aujourd'hui, il me le dit, tu croyais tellement en toi, que je ne pouvais que croire en toi. C'était pas possible de faire autrement. Et je pense que quand tu es entrepreneur, je pense que c'est important de croire vraiment, vraiment en toi. C'est très important parce qu'on est capable d'énormément de choses. Vraiment, je pense, après c'est ma croyance, qu'on est capable de magie. Mais il faut vraiment croire en soi, ça je trouve que c'est important. En tant qu'entrepreneur, on a aussi des périodes de doute, de remise en question. Comment tu fais dans ces moments-là pour croire en toi à nouveau? Il faut accepter des périodes de doute, il faut accepter ses peurs, il faut parler à ses peurs. Il faut parler vraiment à ses peurs. Ok, j'ai peur. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Tu vois, c'est une croyance d'avoir peur. Hein. Je crois tellement que j'ai peur que j'ai peur. C'est une croyance. Il faut accepter tout ça. Si tu es down, que tu as un bad mood, ou que tu n'as pas envie, ou que tu te sens... C'est ok. Mais il faut pas aller, tu vois, de front, dire j'y vais, quoi qu'il arrive, même si je suis fatiguée, même si je crois plus trop en moi. Un jour tu y crois, le lendemain ça va aller mieux. Mais c'est accepter, te poser, prendre des pauses. C'est super important. Je me sens un peu down, ok, je prends une pause. C'est super important. L'accueil. L'accueil de ce qui est. Exactement, exactement, exactement. Parce qu'on veut toujours, allez, se dire, allez, même si j'ai peur, j'y vais quand même. Même si je suis down, j'y vais quand même. Même si je suis fatiguée, j'y vais quand même. T'es fatigué, pose-toi. Un jour, deux jours, trois Arrête-toi. jours. Ouais, exactement. Et puis tu reviendras. Mais c'est faussé de dire qu'un entrepreneur croit toujours en lui. Oui, il croit toujours en lui. Mais il a des moments de doute. C'est ok. C'est tout à fait ok. Ça fait partie du process. Exactement. Tu as parlé du Riad à Marrakech. On va en parler. Mais je veux pas qu'on aille trop vite non plus, même si on est limité dans le temps. Le projet, donc ici, il a démarré. Ça a fonctionné assez rapidement, si Mhm. je comprends Oui, bien. oui, oui. Ça a démarré assez rapidement. Donc, comme je t'ai dit, pendant les travaux, ça a été assez cool que les gens louent. Ça a démarré très rapidement. Après, Essaouira, c'est pas Marrakech. On n'est pas full toute l'année.
Il y a des périodes haute saison, donc on travaille vraiment, vraiment bien, qui préparent toute l'année en fait. Donc on fait la réserve pour toute l'année. Après, il y a des festivals ici, c'est Festival Moga Festival, Festival Gnawa, tout ça. Donc même si on n'est pas en haute saison, ben, il y a les festivals. Donc on travaille assez bien, je veux dire, à Essaouira, selon la saison. En fait, je dis que je veux pas aller trop vite, mais on va devoir conclure. Donc, malheureusement, enfin, on a déjà partagé beaucoup de choses. Tu n'as pas que ce projet. Tu as commencé un nouveau projet à Mm. Marrakech. Tu nous en parles un petit peu? Donc le projet à Marrakech, c'est un riad dans la Médina, donc dans un coin de la Médina très stratégique, très 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 cool, vraiment très chouette endroit, qui est vraiment très très chouette. Mais là, ça va être une deuxième maison d'hôtes qui est en rénovation et qui va ouvrir ses portes, j'espère, Inch'Allah, en juillet 2026. Je dis juillet 2026 parce que dans le contrat c'est septembre 2026, mais dans la réalité c'est juillet. Et ça va être un très chouette endroit aussi, avec la même âme j'espère qu'ici. En fait j'ai commencé ce projet, l'achat en tout cas, quand j'étais dans les travaux ici. J'ai commencé en fait 2 projets en une année. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je te parlais tout à l'heure, je te partageais de croire en soi. Je pense qu'il est important, au-delà de l'aspect financier, de se dire est-ce que j'ai les finances pour faire tel ou tel projet, au-delà de l'endroit géographique où on se trouve, euh, au-delà de nos croyances, au-delà de tout ça, je pense qu'il est très très important de croire en soi et de faire les choses, tu vois. Plus tu fais, plus il y a des choses qui vont ressortir. Tu vas dire, ok, ça c'est bon pour moi, ça c'est fait pour moi, ça j'aime pas. Tu fais pas, tu sais pas. Alors tu laisses à l'autre te dire que tu peux ou tu peux pas. Mais si tu fais pas, tu sais pas. Donc expérimenter un maximum de choses. Ça c'est très très important. Donc j'étais en travaux, j'ai vu ce riad, je me dis ouais, c'est le moment de l'acheter parce qu'après les prix vont grimper. C'est ce que j'ai fait. Tout le monde m'a traité de folle, vraiment, littéralement. Elle m'était tarée. T'es en train de faire des grosses rénovations, t'es vraiment en plein travaux. Tu sais pas si ça va marcher, ça ira ou pas. Après, ça reste un investissement, tu vois, c'est ok. Mais ce qui est important, c'est de faire les choses. Vraiment, d'expérimenter, de faire les choses, de croire en soi. Je crois que s'il y a, comme tu dis qu'il faut conclure, s'il y a un mot de la fin, je pense que c'est vraiment, vraiment ça que j'ai envie de dire. Crois en toi parce que c'est pas l'autre qui va croire en toi comme tu peux le faire pour toi. Si tu as un rêve, on dit souvent, la seule différence entre le rêve et la réalité, c'est l'heure et le jour que tu vas mettre à ce rêve. Tu vois, tu écris, voilà, dans 1 an, dans 2 ans, tu vois, j'ai envie de ça. D'être très très précis. L'univers adore la précision, mais vraiment. Moi, je pousse jusqu'aux couleurs, hein. Tu vois, j'ai pas encore le truc, mais je pousse jusqu'aux couleurs, l'endroit. J'ai encore rien, hein. Mais je pense que c'est très très important de visualiser euh, pour pouvoir le réaliser dans la matière. C'est très important. Ce sera quelle couleur alors? Rose, un vieux rose, Riyad. Un vieux rose, rose, du doré, du bois. En complément, j'aimerais t'entendre aussi pour, tu sais, toutes ces personnes qui nous suivent sur YouTube, qui ont ce rêve d'entreprendre, de Mm. vivre au Maroc, de commencer une nouvelle vie ici. Quels sont les conseils que tu peux leur partager en toi l'ayant vécu? Ben, je vais reprendre ce que je viens de dire, c'est d'expérimenter. Qu'importe ce que tu veux faire, en l'occurrence ici la question c'est de venir vivre au Maroc, hyper important s'entourer des bonnes personnes, directement si c'est possible. Si c'est possible, vraiment directement. Ce qu'on fait souvent, c'est je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Chut, gagne du temps, entoure-toi des bonnes personnes. Même si ça doit te coûter un petit peu, te former, voilà, entoure-toi des bonnes personnes, ça va t'éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de désagréments. Vraiment. Et si c'est en toi, si tu sens que tu dois le faire, fais-le. Au pire du pire, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Au pire du pire, tu t'éclates et que tu adores et que tu y restes. C'est tout. C'est vraiment le faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pas trop mal réussi, mais je pense que c'est ce que je te disais, c'est expérimente. Tu le rêves de le faire, expérimente. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et il n'y a pas de gros risques, je vais dire. Tu vends ta maison, tu viens, qu'est-ce que tu risques? De te vautrer, si tu fais les choses bien, tu t'entoures bien, il y a très peu de chances. Quand je dis t'entourer de personnes compétentes, comptables, si tu t'associes, ben, un bon associé, un coach, il faut, parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment faire, où je peux m'adresser. Maintenant, voilà, je vais te recommander directement. Mais les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être bien entourés.
Ça, c'est vraiment, la peur fait que j'ai besoin d'être bien entourée. Après, le reste, c'est toi avec toi-même. Le reste, c'est vraiment important. Le pire du pire, c'est que tu sois heureux, que tu t'éclates. C'est la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que tu t'éclates ici au Maroc. Magnifique. Bah, je suis très content de ce moment, de t'avoir rencontré. C'est inspirant de voir Merci. tous les projets que tu as mis en place, que tu prends du plaisir dans le processus, même si ça doit pas être tous les jours évident. Merci, ouais. Je peux que te souhaiter de continuer Merci ton beaucoup. chemin Merci et beaucoup. d'apprécier Merci chaque petit beaucoup. Et, moment. je vais aussi te dire que quand je dis d'expérimenter, continue à faire ce que tu fais. Vraiment, c'est important. Les hauts, les bas, c'est pas important. Tu en auras toujours. Dans quelques domaines que ce soit, tu en auras toujours. Mais continue à faire ce que tu fais, continue d'inspirer, continue à envoyer des good vibes aux gens qui veulent s'installer ici au Maroc. Parce que tu n'as pas idée à quel point les gens veulent venir dans un lieu, dans un endroit, dans un pays authentique, simple, le retour aux sources, marocain ou pas marocain, le retour au vrai, aux sources, le simple, tu vois, manger une tomate, au marché, aller chercher cette tomate, c'est simple. Les gens veulent ça. Qu'importe la religion, qu'importe la culture, les gens veulent ce retour. Donc continue à faire ce que tu fais et à inspirer les gens qui veulent venir ici. Et si tu veux, on se dit qu'on fera peut-être une deuxième partie plus tard, hein. Yes, à Marrakech. À Oui, dites-nous Marrakech. si vous voulez plus de Madame Babouche sur la chaîne. Ça va, un grand plaisir en tout cas. Vraiment, ce sera un grand plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté des idées utiles pour votre projet. Si vous voulez continuer à découvrir d'autres parcours inspirants, il y a maintenant plus de 60 interviews disponibles sur la chaîne. Vous pouvez enchaîner directement avec cette playlist qui s'affiche maintenant sur votre écran.